Le problème read, donc, sont des problèmes, il y a un problème de stabilité par rapport à certaines équations différentielles, ce qui fait que la résolution numérique va être difficile. Pourquoi? Parce que nous allons voir que les schémas vont être des schémas océans, c'est-à-dire que les valeurs vont changer d'une itération à l'autre d'une manière donc importante. Et même s'il y a convergence, ces oscillations vont influencer donc la vitesse de convergence. On aura une convergence qui est très très lente, voilà, qui va demander beaucoup plus d'étapes. Et parfois, du moment qu'on nous sommes en train de faire des calculs numériques, même si théoriquement le schéma converge, mais avec les approximations, les arrondis, les erreurs d'arrondi sur machine, bah, finalement, nous allons rencontrer un problème avec ce schéma qui ne va pas donc pouvoir converger, même si théoriquement on peut démontrer la convergence, mais comme il s'agit d'une convergence lente et avec des oscillations, et comme les capacités de calcul des machines et les précisions sont toujours limitées, donc parfois, sur des vrais problèmes, on rencontre ce problème, c'est que le schéma, même si théoriquement on peut vérifier qu'il converge, mais dans le pratique, nous n'allons pas arriver jusqu'à obtenir donc cette approximation ou des solutions qui, on peut dire, qui sont dans convergence. Donc, c'est pourquoi il y a cette nouvelle notion que nous avons déjà parlé la dernière fois de cette notion, qui est la notion donc de instabilité, ou bien la notion de instabilité, oui. Donc, la notion de instabilité, il est liée à une situation particulière. En utilisant ce problème de Cauchy, qui est un problème simple, que bien sûr, dont on connaît la solution exacte, donc x' égale à moins L ou bien moins alpha x de t, la solution avec une condition initiale x0, la solution, la solution exacte, bien sûr, elle est donnée par x0 exponentielle moins lt, moins L de xt. Donc, c'est une solution qu'on peut déterminer sans difficulté. Et puis, c'est une fonction, la fonction définissant le problème de Cauchy et la fonction moins Lx, c'est une fonction donc linéaire, bien sûr, et les Lipschitziennes sans aucun problème avec le rapport L. Et donc, la définition d'un schéma qui est instable vient comme suit. Dès qu'un schéma est instable, c'est seulement ce schéma appliqué au problème TLS. Donc, toujours, ce problème TLS, test linéaire. Donc, c'est l'outil qui va nous permettre de démontrer cette instabilité. Donne une suite xn, et cette suite xn, elle converge vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, pour n'importe quelle valeur de L et pour n'importe quelle valeur concernant le pas H. D'accord? Bon, pourquoi cela? Là, c'est dû à la solution exacte. Là, si je remplace T par Tn, d'accord, j'aurai xtn qui est xn, qui est la valeur rapprochée, xn est la valeur rapprochée de xtn, j'aurai x0 exponentielle moins lt, d'accord. Et lorsque n tend vers plus l'infini, tn aussi tend vers plus l'infini, et j'aurai exponentielle moins l tn qui va converger vers 0. Donc, pour que ce problème soit consistant, donc on applique pour que le schéma, c'est le schéma qui est constant, qui est instable, le schéma qui est instable et non pas le problème. Donc, pour que le schéma soit instable, il faut qu'on applique d'abord le TLS, l'équation, le problème de Cauchy donné par l'équation différentielle x' égale à moins une constante fois x, moins L fois x, avec une condition initiale. On l'applique, donc notre schéma, peu importe quel est ce schéma, c'est le schéma d'Euler, c'est le schéma Runge-Kutta, c'est un schéma parmi les schémas Runge-Kutta, c'est la méthode, le schéma de Hön, point milieu, peu importe. Et bien sûr, il n'y a pas que ces exemples que nous avons vus. Nous pouvons aussi rencontrer d'autres définitions, de nouvelles définitions de méthodes numériques, de schémas numériques. Donc, je prends le schéma, je l'applique à ce problème particulier, TLS, je fais des calculs
c'est un problème qui est, la fonction définissant le problème TLS est une fonction simple qui est ftx égale moins x, d'accord, moins Lx. Donc, c'est pourquoi c'est une fonction qui est simple, qui nous permet de faire des calculs. Et souvent, on arrive à démontrer et à calculer la limite de xn et à vérifier si cette limite est 0. Si la limite est 0, bien sûr, nous allons déduire que A est stable. Parfois, il y a des conditions, nous allons voir, et ça nous donne une autre formule un petit peu de stabilité qui est entre les deux. Parce que rappelez-vous, la stabilité que nous avons déjà vu auparavant, il est local, il est dans un voisinage T0, T0 plus T. La instabilité, au contraire, c'est au voisinage de plus l'infini. Et donc, cette notion, elle est aussi importante. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de vérifier une condition un petit peu supplémentaire qui va nous garantir une convergence d'une manière un peu avec absence de difficultés lorsqu'il y a des oscillations de valeur. Donc, la stabilité, même si le schéma a tendance d'être, donc, l'équation différentielle a tendance de présenter des oscillations de valeur, si le schéma est instable, ben, il va en quelque sorte absorber ces oscillations et ils ne vont pas poser donc ce même problème que donc, le cas que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire des oscillations qui vont empêcher la résolution numérique de converger, même si théoriquement le schéma est convergent. Donc, voilà ce que nous avons dit. Et puis, nous avons, et ça c'est ce qu'il faut donc détailler durant cette séance, c'est ce que je veux détailler dans cette séance, c'est les problèmes ou les schémas, les méthodes ou les schémas de Runge-Kutta dans le cas général. Pourquoi ces méthodes de Runge-Kutta sont importantes? Parce que nous allons voir ça par la suite, sont des méthodes qui sont généralement instables, ou bien que nous avons des conditions de instabilité qui sont simples à définir. Bien sûr, les méthodes Runge-Kutta, lorsqu'ils sont instables, les méthodes explicites sont les meilleures pour pouvoir travailler parce que les méthodes explicites demandent moins de calculs et sont plus ou moins faciles à programmer. Mais lorsque il y a une condition qui rend la stabilité difficile, ben, on passe à des schémas qui sont instables sans aucune condition et sont les schémas implicites. D'accord? Donc, les schémas implicites sont, nous allons voir ça par la suite, sont instables d'une manière générale. Par contre, les méthodes explicites, elles ne sont pas toujours instables. Il y a nous allons voir qu'il y a des conditions sur H. Et donc, on dit généralement qu'ils ne sont pas instables. Parce qu'il y a des conditions parfois difficiles à vérifier. Genre que H doit être inférieur à une certaine valeur, c'est-à-dire qu'il faut prendre un pas de temps très, très, très réduit. D'accord? Il va une très petite valeur de H pour pouvoir générer des calculs donc, qui vont contourner ce problème de reader. D'accord? Alors, les schémas implicites, nous les avons déjà vus plusieurs fois. Nous avons vu quelques exemples au moins. Schéma explicite, c'est un schéma qui donne lieu à un calcul supplémentaire, c'est-à-dire à partir de, si je calcule successivement toutes les valeurs approchées x1 jusqu'à xn, c'est ça donc la définition globale d'un schéma implicite. Bon, c'est un schéma qui ne permet pas le calcul direct de xn plus 1, même si j'ai donc même si j'ai tout l'ensemble des valeurs. Donc normalement une méthode explicite, j'ai de x0 jusqu'à xn, je veux passer au niveau supérieur, j'ai xn plus 1, donc j'ai un calcul direct. D'accord? J'ai l'équation. Souvent, ce que nous avons vu, donc les schémas à un pas, c'est-à-dire xn plus 1 en fonction de xn, ou les schémas de plusieurs pas, donc xn plus 1 va être en fonction de xn moins 1, de xn moins 2, mais que des valeurs donc antérieures, et le calcul se fait d'une manière directe sans aucune difficulté. Là, on parle de schéma explicite. Schéma implicite, non, ce n'est pas la même chose. J'ai toutes les valeurs xn, je veux calculer xn plus 1, ben, j'ai encore
xn plus 1 qui est une fonction, je vais dire g, de quoi? De tous les éléments antérieurs, c'est-à-dire de tn, de xn, mais de tn plus 1, de xn plus 1, et probablement des autres, c'est-à-dire tn-1, xn-1. Donc, si je prends des schémas, donc là, c'est la diffusion. Et nous allons voir les schémas de Runge-Kutta implicite qui présentent une autre manière de définir les schémas implicites. Pas en fonction de xn plus 1, mais en fonction des cahiers. Hein, nous allons voir ça partout. Donc ici, le problème il est là. Donc, je ne peux pas faire un calcul direct. Donc, je dois passer par résolution. Je dois passer par une résolution d'une équation non linéaire ou bien d'un système non linéaire si j'ai plusieurs inconnus ici dans cette dépendance. Le cas le plus simple, c'est que j'ai ici x égale à g de x. C'est un point fixe. Nous supposons que l'ensemble des autres paramètres sont connus et déterminés. Donc, c'est un problème non linéaire que je dois résoudre. Donc, un calcul supplémentaire. D'accord? C'est un calcul supplémentaire souvent sous forme d'équation non linéaire. Voilà. Donc, la situation. Comment nous pouvons obtenir ces schémas? Les exemples les plus simples, on les obtient avec les mêmes méthodes que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Une intégration, une quadrature qui contient, donc ça, je calcule l'intégrale xn, c'est ce que nous avons fait depuis le début de ce cours, de x' de s ds égale à xn plus 1 de f s x de s ds. J'utilise une quadrature ici. Si dans la quadrature, il y a xn plus 1, c'est un schéma qui est implicite. Donc, j'utilise rectangle à droite, j'obtiens schéma d'Euler implicite. J'utilise la méthode du trapèze, je vais obtenir la fonction, alors ce n'est pas xn, c'est tn. Alors, voilà. J'utilise la méthode du trapèze. Donc, j'aurai ftn, xtn, ftn plus 1, xtn plus 1. Donc, je fais mes calculs, mes approximations. Je vais rencontrer xn plus 1 au second membre. J'utilise la méthode de Simpson. Aussi, j'aurai tn et j'aurai tn plus h sur 2, qui est le centre de l'intervalle, et j'aurai tn plus 1. Donc, j'aurai dans le second membre xn plus 1. Et n'importe quelle quadrature qui utilise xn plus 1. D'accord? N'importe quelle quadrature qui utilise xn plus 1, c'est-à-dire le point correspondant à tn plus 1, j'aurai une méthode implicite. Donc, bien sûr, nous sommes capables de définir les méthodes implicites d'Euler pour la quadrature associée, de trapèze, la quadrature associée. Je peux utiliser Simpson là, et j'aurai une quadrature associée. Je peux utiliser Simpson 3/8 et j'aurai encore des quadratures. Ce sont des exemples élémentaires que vous pouvez développer sans grande difficulté en utilisant la quadrature intégrale associée et en remarquant qu'il y aurait toujours xn plus 1 qui est notre inconnu de l'autre côté et ça va engendrer une équation supplémentaire à calculer. Maintenant, bien sûr, nous avons déjà fait ce calcul, il n'y a aucun souci. Rectangle pour Euler, rectangle à droite, j'aurai xn plus 1. Donc, voilà, c'est une formulation implicite qui demande un calcul supplémentaire. Oui, la dernière fois, nous avons parlé aussi de cette application, cet exercice. Nous avons une situation, une concentration suite à une réaction chimique, elle est modélisée par cette équation différentielle. X' égale à moins x sur 1 plus t au carré.
Voilà. X' égale x moins x sur 1 plus t au carré. C'est là notre équation, bien x' de t, x de t. Bien sûr, avec une condition initiale, x0 égale à 5. Voilà, x de 0 égale à 5. Donc, ce qui fait un problème de Cauchy avec f de tx égale moins x sur 1 plus t au carré. La première question que nous pouvons nous poser ici, est-ce que ce problème de Cauchy admet une solution? Et si elle admet une solution, est-ce qu'il s'agit d'une solution qui est unique? Évidemment, ici, nous avons la fonction, elle est continue, il n'y a aucun souci, le dénominateur ici est toujours positif, donc il n'y a pas de problème de continuité sur le domaine de définition de la fonction. C'est une fonction linéaire pour x et rationnelle pour t, donc il n'y a pas de problème de continuité là-dessus. Ensuite, est-ce qu'il est lipschitzienne? Une petite vérification va faire que ftx moins fty est égal, donc y moins x sur 1 plus t au carré. Bien sûr, vous comprenez que t carré est positif, 1 plus t au carré, donc je peux écrire 1 sur 1 plus t au carré, x moins y, ou bien y moins x, c'est la même chose. Et là, ce rapport-là, il est inférieur à x moins y. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que t est positif ici, c'est un petit calcul, une petite vérification. Donc, on peut déduire que L est égal à 1. On peut considérer L égale à 1, donc la fonction f définissant le problème de Cauchy et les lipschitziens de rapport L égale à 1, elle est continue, donc sur les deux variables bien sûr, il est continu sur R croix R, lipschitsien par rapport à la seconde variable, donc les conditions théorème sont vérifiées, et je peux déduire qu'il y a une solution. Maintenant, la solution numérique, on veut l'approcher avec la méthode implicite, plutôt d'Euler, donc c'est toujours la même chose. Je vais intégrer x', ça va me donner xtn plus 1, moins xtn. Je vais intégrer l'autre côté, donc, avec, voilà, tn plus 1, f de s xs, ds. La méthode implicite, elle est obtenue avec la méthode de la quadrature rectangle à droite. Rectangle à droite consiste à remplacer la fonction par sa valeur à droite. Donc, c'est égal à h, parce que lorsque je vais remplacer la fonction ici par ftn plus 1, xtn plus 1, il devient une constante par rapport à la variable d'intégration. Je peux sortir cette constante ici et intégrer que ds qui va me donner h. Donc, h, ftn plus 1, xtn plus 1. Et bien sûr, lorsque je vais passer aux approximations, bah, c'est le schéma que nous connaissons très bien maintenant, plus h, f de tn plus 1, xn plus 1. Le fait qu'il y a le xn plus 1, ici, veut dire que notre schéma est implicite. Mais là, nous avons la fonction f. Nous n'allons pas nous arrêter à ce niveau. Nous pouvons développer davantage ces calculs. Donc, xn plus 1 est égal à xn plus h, f de tn plus 1, xn. Donc, f c'est moins xn plus 1, voilà, sur 1 plus tn plus 1 au carré. Donc, ici, maintenant, j'ai xn plus 1 ici, j'ai xn plus 1 là. C'est une équation, oui, mais c'est une équation dont la résolution est facile, il n'y a pas de problème. Nous pouvons regrouper donc ces calculs, développer ce terme-là, regrouper ces calculs, ordonner, multiplier par l'inverse pour simplifier cette formulation que nous allons obtenir sous la forme suivante. 4 plus n plus 1 au carré sur 6 plus n plus 1 au carré. Et donc, ça nous permet de faire calcul successif. Nous avons x0, il est donné par 5.
Donc, x1, je vais remplacer x0 par 5 et je vais remplacer n par 0. J'aurai donc 4 sixièmes fois 5. La même chose pour x2, la même chose pour les autres valeurs. Donc ici, ce que nous avons fait, c'est un schéma qui est implicite, jusque-là, c'est un schéma qui est implicite. Le calcul supplémentaire, jusque ici, voilà. Ici, le schéma, il est implicite. D'accord? Un calcul supplémentaire nous a permis de résoudre l'équation, mais c'est une équation simple, d'accord? C'est une équation linéaire, premier ordre, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc, nous avons transformé la formulation implicite en un calcul implicite. Mais ça ne contredit pas le fait que le schéma est implicite. Le schéma à la base, il est implicite. Nous avons fait un calcul supplémentaire. Dans ce cas, avec notre fonction f moins Lx, de cette manière, il est possible. Mais avec une autre fonction, le calcul ne va pas être possible. Donc ici, ça ne contredit pas le fait que nous avons trouvé un schéma de calcul direct, ça ne contredit pas le fait que le schéma est Euler implicite. Mais l'étape suivante a fait que nous avons pu transformer, donc faire un calcul supplémentaire, résoudre l'équation, faire un calcul supplémentaire, obtenir une formulation explicite. Donc toutes les valeurs sont calculées ici. Et nous, on veut la concentration, une estimation de la concentration après 2 unités de temps, c'est 2, donc Tn égale à 2, donc on va récupérer la valeur x4 qui est égale à 2,25, c'est la concentration à T égale à 2, ça dépend. Unité de temps, est-ce qu'on mesure par minute ou par une tranche d'heure ou par heure, ça dépend de la réaction chimique en question. Voilà, donc c'est un exemple. Maintenant, j'arrive aux méthodes de Runge-Kutta générale. Implicite ici, on peut dire générale. Bah, regardez, normalement, on peut, comme c'est fait dans les cours, dans ce cours de schéma numérique d'une manière générale, commencer par ce tableau et non pas l'autre, le premier que nous avons vu. D'accord? Commencer par ce tableau et dire les schémas de Runge-Kutta sont présentés sous forme de ce tableau. Et puis passer à un cas particulier où la matrice A qui est présentée par le bloc AIJ, dire si la matrice est triangulaire inférieure avec diagonale nulle, alors le schéma devient explicite. Si la matrice est triangulaire inférieure seulement avec diagonale non nulle, avec diagonale pas forcément nulle, alors dans ce cas, nous avons une situation entre les deux qu'on appelle parfois semi-explicite. Pourquoi? Parce que nous allons obtenir une situation comme ce que nous venons de voir avec Euler, c'est-à-dire qu'on aura des équations à résoudre, mais des équations qui ne sont pas difficiles à résoudre. Donc c'est pourquoi on dit semi-explicite, c'est-à-dire là, à la base, c'est un calcul implicite, mais nous obtenons à chaque fois une équation simple à résoudre et on peut déterminer le terme, transformer les calculs en des calculs directs. Et puis, le cas général, c'est ce cas-là, avec aucune condition sur les valeurs, c'est-à-dire, bon, il y a des conditions, nous allons voir par la suite, de consistance et pour assurer la convergence, mais il n'y a pas de conditions genre matrice triangulaire inférieure ou autre. Donc ce tableau-là, c'est un tableau, parfois vous pouvez le trouver dans d'autres écritures comme étant le tableau matriciel, si vous voulez, sous cette forme-là. Une matrice A, un vecteur C et un vecteur B transposé d'un vecteur B. D'accord? C, bien sûr, c'est de C1 à CS. Ça, c'est pour S7H. B, c'est de C1 de B1 à BS. Donc, c'est comme transposé pour transformer en vecteur ligne. On peut aussi écrire B directement en vecteur ligne, il n'y a pas de problème. Mais A,
bien sûr, c'est une matrice A et J qui est d'ordre S. D'accord? Là, c'est la formulation générale. Voilà. Donc, vous avez A de A11 à A11S, vous avez de A11 à AS1. Donc, c'est une matrice carrée de S', S colonne. Le vecteur C est un vecteur de S valeur, de S composante, B et aussi, donc, et je pointe par rapport aux méthodes et par rapport aux méthodes formulant implicite, nous pouvons formuler dans ce tableau de Butcher sous forme matricielle aussi. Donc, notez ici, c'est S-1. Voilà, ici, c'est S-1. Bien, comment traduire avant les deux dernières séances qui vont être la question est simple. Réservée à des travaux dirigés, à des compléments. Donc, nous avons sur ce que nous avons chaque fois. Bien. Nous avons à chaque fois, nous devons calculer des KI. Donc, nous avons pour chaque ligne une équation qui va définir une relation KI. Comment il est calculé KI? La KI, il est calculé comme ce que nous avons vu la dernière fois. C'est une combinaison, mais pas seulement des KG avec G inférieur à I, mais c'est une combinaison de toutes les valeurs possibles de KI. Donc, c'est pourquoi nous allons voir que le schéma général, les schémas donc dans le cas général, les schémas de Runge-Kutta sont implicites. Pourquoi? Donc, KI, il est par définition F et N. Rappelez-vous, nous avons dit, on ajoute sur chaque ligne, on ajoute HCI, c'est-à-dire je prends le rapport CI qui est un rapport souvent avec les conditions de convergence et tout, c'est un rapport inférieur à H. Donc j'ajoute à Tn une partie de H et pour obtenir donc l'indice. Et puis de l'autre côté, je fais une combinaison. Donc c'est H multiplié par une combinaison de quoi? De tous les KI avec les coefficients A et J. Donc, c'est KJ. Toutes les valeurs, mais G, cette fois-là, ce n'est pas comme la dernière fois allant de 1 à S-1, c'est-à-dire à I-1. Non, c'est des valeurs allant de 1 jusqu'à S. C'est-à-dire que si je veux écrire K1, je vais l'écrire comme étant FTN plus H, C1, virgule, H, je vais avoir A, A1, K1, plus A, A1, 2, K2, plus jusqu'à A1S, KS. Et déjà à partir de K1, j'ai K1 qui dépend de K1, K2 jusqu'à KS. Bien sûr, je ne connais pas les valeurs de K2 ni de jusqu'à KS. Donc, ça me fait un schéma qui est implicite. Je dois résoudre le tout en même temps. Ce n'est pas comme les schémas explicites où je peux calculer K1 d'abord, remplacer pour calculer K2, puis utiliser K1 et K2 pour calculer K3 et ainsi de suite. C'est un calcul par induction, donc, ou par récurrence si vous voulez, je préfère dire par induction, qui va nous permettre à chaque étape de calculer directement sans revenir en arrière ni avancer. Donc, j'utilise juste ce qu'il faut. Et sinon, nous avons S inconnus qui sont les KS. Et nous avons, là c'est K1, bon, réécrivons K2 est égal à F de Tn plus H, C2. H de quoi? De A2, 1, K1, plus A2, 2, K2, plus A2S, KS. Donc j'ai aussi K, ici encore S inconnus, qui sont les KI, allant de 1 à S. Et je vais continuer à faire des calculs jusqu'au KS.
qui va être f de Tn plus HCS, virgule de H de A S1K1 plus A S2K2 et bien sûr jusqu'au, attention, oui, jusqu'à AS SKS. Et regardez ici, ce sont des équations qui ne sont pas faciles. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de système linéaire ici pour dire oui, j'ai K inconnu, K variable, donc je peux utiliser les méthodes de résolution du système linéaire. Non, parce que ici, j'ai la fonction f. Attention, j'ai la fonction f. Il manque une parenthèse ici. J'ai une fonction f. Donc, les variables sont des arguments de la fonction. Donc, finalement, ce que j'ai ici, j'ai un système de K, de S, j'ai un système de S équations non linéaires. Et bien sûr, les calculs ici ne sont pas du tout faciles. Pourquoi dans l'autre situation, les calculs vont devenir faciles lorsque la matrice A est triangulaire inférieure, à diagonale nulle, ben parce que dans ce cas, ces termes-là vont être égaux à 0. D'accord? Tous ces termes-là avec J supérieur ou égal à I vont être égal à 0. Donc, on aura ici que K1, ici K1 et K2, ici S1 et K1 jusqu'à KS-1. C'est tout. Donc, on obtient des calculs qui sont plus faciles. Donc, c'est là, donc la particularité de ces méthodes Runge-Kutta. Évidemment, c'est pourquoi, dans la remarque, la dernière fois, je vous ai dit que ce sont des méthodes, on va dire, un peu difficiles à programmer. Oui, ils nous ramènent la stabilité, ça c'est très important, mais la contrepartie, le prix à payer, donc, c'est le fait que pour les programmer, donc, il y a donc un travail important. Donc maintenant, comme ce que nous avons fait pour le cas explicite, il faut comprendre donc ce tableau de Butcher pour le cas implicite et savoir faire le passage entre la méthode. Bien sûr, ici, il ne faut pas oublier la dernière ligne. La dernière ligne, c'est quoi? C'est comment calculer xn plus 1, qui est égal, rappelez-vous, xn plus sigma. G allant, bon, H, oui, G allant de 1 jusqu'à S, de quoi? De BG, KJ. D'accord? C'est exactement ce qu'il ne faut pas oublier. C'est comme ça que nous allons obtenir la formulation xn plus 1. Donc, ces méthodes Runge-Kutta ne sont pas implicites parce qu'on trouve xn plus 1 de second membre ici. D'ailleurs, on ne sait pas est-ce qu'il y a xn plus 1 ici. Elles sont implicites parce que chaque KI est calculé en fonction de tous les cas J allant de 1 à S. C'est là le fait que ces schémas sont implicites. C'est ici qu'il faut voir le terme implicite. C'est ici S allant de 1, I allant de 1 jusqu'à S. De quoi? Non, c'est J. G allant de 1 jusqu'à S, de AIJ, KJ. Donc ici, j'aurai comme la K1, K2 jusqu'à KS. Rien que pour K1, la même chose pour K2. Donc chaque KJ dépend de tous les KJ. Donc c'est un calcul qui est implicite qu'il faut résoudre en un temps. Hein? Ce n'est pas comme les méthodes explicites, on peut faire étage par étage ou bien étape par étape. Non, ici, il faut résoudre tout ce système au même moment. Bien sûr, ça fait un calcul qui n'est pas facile. Souvent, on utilise aussi des méthodes numériques, mais d'autres types de méthodes numériques pour résoudre ce genre de système non linéaire, et les calculs ne sont pas évidemment faciles. Donc, parce que ici, si j'observe cette écriture, il n'y a pas de xn plus 1 ici. Donc, il ne faut pas se tromper et dire bah, c'est un schéma qui est explicite. Non, ce schéma, il est bien implicite, mais pourquoi? Il est implicite pour cette raison-là. Et non pas parce que, comme les exemples élémentaires de tout à l'heure, parce que il y a xn plus 1 au second nombre. Voilà. Bien. Alors, le premier exemple d'un schéma implicite, c'est
schéma d'Euler. Est-ce que le schéma d'Euler est implicite, bien sûr, peut être écrit comme un schéma Runge-Kutta implicite aussi. Nous avons ici le schéma représenté par, c'est un schéma de Runge-Kutta et le schéma d'Euler implicite. Mais il faut savoir donc, il faut comprendre pourquoi, il faut savoir mettre en évidence cette écriture. Donc, nous avons le schéma RK donné par ce tableau-là et on nous dit, ben, ce schéma, c'est le schéma d'Euler implicite. Bien sûr, il faut développer les calculs et essayer de vérifier que c'est vrai. Ce schéma-là, il est défini comme tout à l'heure par combien d'étages par un seul étage. Il n'y a que S égale à 1. C'est ce que nous avons ici. D'accord? Donc, nous avons C1 égale à 1. Nous avons A1 égale à 1. Et B1 égale à 1. C'est tout ce que nous avons ici pour les données des matrices et vecteurs. La matrice A et les vecteurs B. Et tout ce que nous avons. Donc, je rappelle, KI est égal à F de Tn plus HCI, ou bien CEH, virgule, XN plus H sigma G allant de 1 jusqu'au I, jusqu'à S, non, jusqu'à S, de AIJ KJ. Ça, c'est la définition générale. S égale à 1, je n'ai pas de sommation ici. Donc, j'aurai K1, bien sûr, les I ici, c'est des I allant de 1 jusqu'à S. La même formule pour l'ensemble des indices. Donc, j'ai un seul indice, c'est S, c'est 1. K1 égale F de Tn plus H, c'est 1, virgule, Xn plus H. Cette sommation, il y a un seul terme ici, A1, 1, K1. Donc, K1 est égal F de Tn plus H. Regardez, c'est déjà Tn plus 1 ici. Et Xn plus H, K1. A1 étant égal à 1. Plus H, K1. Déjà, cette écriture, c'est une formulation implicite. À cause de ce K1 qui est là. Donc, il est implicite pour calculer les KI d'abord. Dans notre cas, il y a un seul cas. Bon, c'est tout le calcul que nous pouvons développer. Maintenant, comment je vais calculer Xn plus 1? Parce que c'est notre objectif. Xn plus 1 est égal à Xn plus H sigma J allant de 1 jusqu'à S Bg Kg. Comme S égale à 1, j'aurai Xn plus H B1 K1. Et comme B1 égale à 1, j'aurai Xn plus H K1. Maintenant, j'ai cette méthode pour calculer K1 et j'ai cette formulation pour calculer Xn plus 1. Si je dis, ben, je vais remplacer K1 ici par cette formulation, je ne vais pas pouvoir mettre en évidence le schéma d'Euler. Hein, si je remplace K1 ici par cette expression Ftn plus 1. Je ne vais pas pouvoir arriver jusqu'au schéma d'Euler. Mais je peux remarquer que ce terme-là, qui est là, c'est exactement Xn plus 1. Donc, je vais pouvoir écrire K1 est égal F de Tn plus H, et là, c'est Xn plus 1. D'accord? Donc, j'ai résolu l'équation
implicite pour calculer K1. Comment? Sans faire de calcul. Juste en utilisant la dernière formulation, en remarquant que xn plus 1 s'écrit de cette manière, la sommation contient un seul élément, c'est B1 et K1, et je remarque que là, c'est exactement ce terme que j'ai à l'intérieur comme argument de la fonction ici. Donc, je remplace dans la définition de K1, voilà. Donc, j'ai pu contourner le fait que la fonction, l'équation définition K1 est implicite. Et après, je vais faire quoi? Ben, je vais revenir ici et je vais écrire xn plus 1 est égal xn plus h et K1, j'ai l'expression de K1. ftn plus h, c'est tn plus 1 et xn plus 1. Donc, je retrouve exactement le schéma implicite du lait. Donc, je peux faire le même travail ici. Je peux faire le même travail pour n'importe quel autre tableau d'ordre 1 ou 2. Après, lorsque l'ordre dépasse 2, les calculs vont devenir relativement difficiles et il faut faire très attention. Parmi les méthodes qu'on peut réécrire facilement sous forme de Range-Kotta implicite, c'est la méthode du trapèze. D'accord? La méthode du trapèze, c'est une méthode implicite et on peut l'écrire. On trouve par exemple des 1,5, hein, les AI, on trouve des 1,5, les BI, on trouve des 1,5. Et c'est un exercice donc à faire, une petite manière, soit de commencer par la méthode elle-même et de trouver le tableau correspondant, soit de commencer comme ce que nous avons fait ici par directement par le tableau et obtenir la méthode donc spécifique. Voilà. Alors, nous avons un ou deux résultats importants concernant la stabilité parce que nous avons la stabilité, la consistance qui donne la convergence. Maintenant, nous avons une notion de plus à explorer, c'est la stabilité pour éviter les problèmes liés donc au reader, c'est-à-dire aux oscillations de certains problèmes donc de coucher ou bien équations différentielles. Donc là, les schémas RK implicites à S7H sont instables. Voilà, donc ça c'est une proposition. Normalement, on peut démontrer ce résultat comme les autres résultats de stabilité, de consistance et de convergence. J'ai préféré d'omettre donc plusieurs démonstrations pour gérer donc le temps alloué à ce cours, mais nous allons faire encore une démonstration au moins ou deux comme exercice d'application. La convergence pour les schémas Range-Kotta implicites se définit comme pour les schémas explicites. La convergence veut dire quoi? Veut dire que les écarts, le maximum des écarts entre la valeur exacte xtn et la valeur approchée xen tend vers 0 lorsque h tend vers 0. Si je continue à prendre le pas de temps aussi petit que je veux, h tend vers 0, ben, les écarts, tous les écarts sont majorés par un epsilon, et donc la limite du max, c'est xtn moins x bar. C'est-à-dire que je contrôle les écarts. Il n'y a aucune possibilité que de voir les écarts qui vont se dégénérer, c'est-à-dire prendre des valeurs, donc l'écart devient important, parce que lorsque l'écart entre la solution approchée et la solution exacte est important, bah, il y aurait des problèmes évidemment de convergence de la méthode. Les conditions sur l'ordre de consistance sont les mêmes. Rappelez-vous, l'ordre de consistance, nous avons dit l'ordre 1, c'est le schéma est consistant. Ajouter à ça la stabilité, c'est la convergence. L'ordre 2, nous avons pour l'ordre de convergence qui est déduit à partir de l'ordre de la consistance, nous avons deux théorèmes. Nous avons le théorème général avec les différentiels de phi. Hein, le premier théorème général avec les différentiels de la fonction phi, définissant le schéma numérique, peu importe phi, quelle est la formulation de phi. Et nous avons les conditions sur le coefficient AIG, BI et CI pour les méthodes Range-Kotta explicites. Les conditions qui nous donnent la consistance pour les schémas d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3 même. Et là,
on nous dit les conditions sur l'ordre de consistance sont les mêmes que quoi? Que le schéma explicite, que le schéma RK explicite. À savoir, la consistance, il est lié à quelle condition? Sigma dBi égale à 1. Rappelez-vous cette condition. Sigma dBi égale à 1. C'est la consistance. D'ordre 1, évidemment, entre parenthèses. Lorsque je dis consistance, c'est d'ordre 1. Lorsque je veux l'ordre supérieur, ben je précise. Je dis le schéma est consistant d'ordre 2, d'ordre 3 et ainsi de suite. Donc, le schéma est consistant d'ordre au moins 1, c'est la consistance, comme nous l'avons vu pour les schémas explicites, la somme des BI égale à 1. Et la même chose pour l'ordre 2 au moins, parce que l'ordre c'est toujours au moins, non, le théorème fondamental sur utilisant les différentiels de phi, il nous dit au moins, l'ordre est au moins égal pour une valeur donnée pour obtenir donc des égalités successives. Rappelez-vous, c'est une suite des égalités, d'accord? Allant de 1 donc jusqu'à arriver à l'équation ou à l'égalité entre différentiel d'un ordre P pour dire que le schéma est consistant au moins d'ordre au moins P. Donc ici l'ordre 2, nous avons déjà vu ces formulations. Les produits B et CE égale à 1 demi et la sommation des BI, la sommation des BI multipliée par la sommation des AIG égale à 1 demi. Bien sûr, nous allons mettre en pratique donc, ces éléments-là sur un ou deux exemples. Donc ici, mais la matrice constituée des AIG n'est pas strictement triangulaire inférieure. La convergence est toujours vraie pour les méthodes de Range-Kota implicites dès qu'elles sont consistantes et que F vérifie la condition théorème de Cauchy-Lipschitz. Donc la convergence, elle est là, mais la stabilité vient, la instabilité vient nous assurer que cette convergence théorique peut être aussi obtenue comme, entre guillemets, convergence numérique, c'est-à-dire que nous allons contourner tout problème lié donc aux oscillations de la solution. Voilà. Alors, le schéma implicite, les schémas implicites d'une manière générale, c'est ce que nous avons vu, Euler par exemple. Donc, transformer Euler en point fixe, c'est ce que nous avons vu, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et nous allons donc discuter d'un autre élément ici, la astabilité de Euler implicite. Nous avons la définition de la astabilité et on veut vérifier que le schéma Euler implicite, d'une manière générale, il est astable. On suppose que les conditions d'un problème de Cauchy sont vérifiées, la fonction est continue et lipschitzienne par rapport à sa deuxième variable, d'accord, avec une condition initiale xt0 égale à x0. Comment je vais pouvoir vérifier que ce schéma-là est astable? Donc, ce que nous avons dit, on considère le problème TLS. Le problème TLS est x' égale moins Lx, ou bien plus, ça dépend des choix. Parfois, on prend pour rester conforme à ce que nous avons pris au début. Alors, moins x' égale à moins Lx. Bien. Voilà. Donc, x' égale à moins Lx, voyez, x' de t égale à moins Lx de t. Donc, notre fonction ftx est égale à moins Lx. D'accord? Donc, si je considère le schéma implicite, xn plus 1 égale à xen plus h f de tn plus 1 xn plus 1, ça c'est le schéma d'Euler implicite, je remplace f, je vais obtenir xen plus moins L h xn plus 1. D'accord? ftn plus 1, xn plus 1. Je remplace ici, j'aurai cette formulation. Donc, comme ce que nous avons fait tout à l'heure, on peut regrouper, ça va nous donner 1 plus
LH xn plus 1 qui est égal à xn. C'est-à-dire, xn plus 1 est égal à xn sur 1 plus LH. Bien sûr, rappelons que L est positif, H est positif, et donc cette manière de faire les calculs ne pose aucun problème. Maintenant, à partir de cette écriture, je peux continuer à remplacer par induction, ou faire une démonstration carrément par récurrence, mais par induction, je vais écrire xn plus 1 égale à 1 sur 1 plus LH xn. Mais j'utilise la même formule, je vais pouvoir écrire 1 plus LH, 1 plus 1 sur 1 plus LH fois xn moins 2, xn moins 1. Et je vais continuer. Donc, ça va me donner xn plus 1 égale à 1 sur 1 plus LH. Quelle puissance ici? x0. Donc, j'aurai n plus 1. Et voilà, par rapport à la limite. Donc, bien sûr, je peux écrire juste xn si je veux. Ça va être 1 plus LH à la puissance n, x0. Comme ça, pour mieux voir la limite. Donc, ce que je peux dire de la limite de xn lorsque n tend vers plus l'infini? Bien sûr, la limite est 0. Pourquoi? Parce que là, j'ai une suite géométrique de raisons inférieures, de raisons qui l'ont compris entre 0 et 1. L est positif, H est positif, 1 plus LH est supérieur à 1, l'inverse est donc inférieur à 1, mais elle est positive. Donc j'ai une suite géométrique de raisons compris entre 0 et 1, la limite est 0, parce que c'est une suite géométrique. Donc ici, le schéma Euler implicite, il est stable d'une manière générale, peu importe la fonction f. Donc regardez la stabilité, je fais quoi? Je considère mon schéma, et puis je prends le TLS, et je l'applique. Et j'applique le schéma sur le problème TLS. Pourquoi le problème TLS? Parce que la fonction f, elle est simple, moins Lx. Donc, ça va me permettre de résoudre l'équation linéaire. Je peux résoudre l'équation linéaire, généralement, obtenir une formulation pour résoudre l'équation linéaire. Une fois, je vais résoudre, regrouper les xn plus 1 d'un côté, les xn de l'autre, c'est-à-dire transformer l'écriture implicite en une écriture explicite. Ce n'est pas possible pour une fonction quelconque, mais pour la fonction TLS, pour la fonction définissant le problème TLS, c'est possible. Donc, je fais quoi? Je transpose, j'isole xn plus 1, j'obtiens donc un calcul, à travers un calcul supplémentaire par récurrence, par induction, ce que je veux, une formulation de xn plus 1 ou de xn, de la suite, terme général de la suite xn, et je calcule la limite, et donc je vérifie est-ce que la limite est bien 0. Donc ici, la stabilité, elle est là, voilà, c'est ce que nous avons fait comme calcul, xn égale 1 plus 1 sur 1 plus LH xn à x0, c'est un terme qui est une suite géométrique normale, donc le schéma d'Euler implicite, il est astable. Il y a une deuxième question ici, en fait la première, retrouver le schéma d'Euler, nous l'avons déjà trouvé comme en utilisant une quadrature d'intégrale. Maintenant, retrouvons le schéma d'Euler implicite en utilisant une approximation de la dérivée. Donc, en utilisant une approximation de la dérivée. Nous avons déjà fait ce calcul par rapport au schéma implicite, plutôt explicite. Par rapport au schéma explicite, nous avons déjà fait ce calcul. Donc, comment nous allons formuler ici? Nous avons vu qu'il y a trois approximations possibles de la dérivée. Il y a la dérivée rétrograde, c'est-à-dire je suis à xn plus 1, j'utilise
xn, rétrograde, et il y a l'approximation progressive. Je suis à xn, j'utilise xn plus 1. Et il y a le troisième qui est au centre, c'est-à-dire je n'utilise pas le point où je veux approcher la dérivée, j'utilise un encadrement de points, c'est-à-dire le point avant, le point après. Donc ici, bien sûr, bon, les calculs sont simples. La dérivée, je vais l'écrire en fonction de xn moins 1, c'est rétrograde sur h égale à ftn xn. Et j'isole xn, je vais trouver xn de part et d'autre comme argument. Je peux le faire avec xn plus 1 directement et écrire xn plus 1 moins xn sur h égale à ftn plus 1, xn plus 1, peu importe. Et donc, j'ai, à travers cette approximation, quoi? Rétrograde. J'ai, rappelez-vous, 3 types d'approximation de la dérivée. Nous avons vu ça il y a quelques séances. Ou bien, bon, j'ai, voilà, 3 points. L'approximation progressive qui donne Euler explicite, c'est celle-là. C'est-à-dire, je veux la dériver ici, donc j'utilise la méthode avant, ou bien je l'utilise à partir de là. D'accord? J'ai la dérivée ici, je veux calculer la dérivée au point là, j'utilise ce point. C'est donc, j'ai xn plus 1 moins xn sur h. D'accord? Qui est égal ftn xn. Comme ça, j'isole, j'aurai xn plus 1 sans problème. D'accord? J'utilise quel point? J'utilise ce point. La même chose, là, c'est pour x' de t. X' de t, j'utilise ce point. L'inverse maintenant, j'utilise ce point. Donc, j'aurai xn plus 1 moins xn sur h, mais qui est égal ftn plus 1, xn plus 1. J'ai fait l'approximation ici. D'accord? Donc, ici, xn plus 1. Xn plus 1. Donc, j'aurai la formule. L'autre, qui est de dire c'est xn plus, pour faire l'approximation ici, j'ai besoin de xn moins 1, de xn et de xn plus 1. La dérivée, c'est xn plus 1 moins xn moins 1 sur 2h, pas sur h, sur 2h. Donc là, c'est une f de tn plus ftn xn, ça va me donner un autre schéma à explorer, ce schéma point milieu, mais avec quelques modifications. Voilà, donc par rapport à cette application, le schéma d'Euler, par exemple, on peut démontrer tout le temps qu'il s'agit d'un schéma qui est astable, peu importe la fonction. Et c'est ce que nous avons fait. La même chose, nous allons le voir, mais avec le schéma du trapèze. Vous vous rappelez le schéma de trapèze, nous l'avons déjà vu, et nous avons appelé aussi Crank-Nicholson, et nous avons dit qu'il s'agit d'un schéma, implicite que nous pouvons transformer en schéma explicite, avec un changement de variable. Plutôt pas un changement de variable, mais oui, un changement de variable, de méthode de calcul en utilisant Euler. Donc ici, c'est la même chose. On veut d'abord vérifier que ce schéma-là, d'abord il faut définir ce schéma, ensuite vérifier qu'il est astable. D'accord? Donc, le schéma, il est défini avec la quadrature du trapèze et on applique directement. Le schéma, d'abord, ce schéma du trapèze au Crank-Nicholson. C'est un schéma, toujours, xs égale fs xs. D'accord? J'intègre ici. Donc, j'ai ici xtn plus 1 moins xtn égale l'intégrale tn plus 1
fs, xs, ds. Méthode du trapèze ici, on va faire quoi? H sur 2, f tn x de tn plus f tn plus 1 x de tn plus 1. Voilà, c'est formule trapèze. L'intégrale de a b g de t dt, c'est b-a sur 2 h de a plus h de b. C'est exactement ce que vous avez fait. Les approximations maintenant, xn plus 1 moins xn est égal h sur 2 f de tn xn plus f de tn plus 1 xn plus 1. Donc bien sûr, ici, nous avons un schéma qui est implicite. Voilà pourquoi. D'accord? Maintenant, est-ce que ce schéma est stable? Il y a un calcul astable, il y a un calcul à faire. Si f de tx est égal à moins lx, je vais pouvoir remplacer. J'aurai x, voilà. J'aurai xn plus 1 égale, si je veux, xn plus h sur 2. Et là, ftn xn, c'est moins lxn. Et là, c'est moins lxn plus 1. Voilà. On remarque que parmi les propriétés ou parmi les effets, si vous voulez, de l'utilisation de ce problème TLS, c'est que les Tn et les Tn plus 1 sautent. Ils ne figurent plus dans la formule. Donc, ça rend les calculs possibles. Donc, il n'y a ni f ni les Ti. Donc, il y a possibilité de réduire et de simplifier. Donc, ici, j'aurai à regrouper les xn plus 1 et les xn. Donc ici, j'aurai xn plus 1 plus l h sur 2. Voilà, il ne faut pas oublier ça comme ce que nous avons fait auparavant. H, L, H sur 2. xn plus 1. Et de l'autre côté, j'ai 1 moins L, H sur 2 xn. Voilà. Je peux multiplier par 2 si je veux. J'aurai xn plus 1 est égal 2 moins 2h moins LH, pas 2, moins LH sur 2 plus LH, xn. Vérifions ce calcul de moment que nous serons amenés à l'utiliser par la suite. Voilà, 2 moins HL sur 2 plus HL. C'est exactement ce que nous avons trouvé donc ici. Maintenant, est-ce que ce schéma est astable? De la même méthode que tout à l'heure, nous allons pouvoir avancer dans les calculs par induction. C'est une suite géométrique, donc j'aurai xn égale ce terme-là à la puissance n, x0, 2 moins LH sur 2 plus LH. Mais maintenant, il faut explorer ce terme-là. Est-ce qu'il est inférieur à 1? Est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est inférieur à 1? Est-ce qu'il est entre moins 1 et 1? C'est une suite géométrique. Pour s'assurer de la convergence, nous avons la convergence est donnée pour Coulomb strictement compris entre moins 1 et 1. Ça, c'est pour assurer donc la convergence. Comment nous allons procéder pour vérifier que ce terme, il est effectivement soit entre 0 et 1 ou bien entre moins 1 et 1, ou bien est-ce qu'il y a des conditions
sur LH. Bon, parmi les transformations habituelles dans cette situation, c'est de remplacer LH par X et d'étudier la fonction. D'accord? C'est parmi les méthodes qu'on le fait. Voilà, donc on remplace X, on définit la fonction 2 moins X, 2 plus X, comme étant X et LH positif, et puis on fait une certaine décomposition des facteurs premiers, on fait les calculs et on vérifie que Q long est inférieur à 1. C'est un petit calcul que tout le monde est capable de faire. Juste, il faut comprendre la méthode. La clé de cette méthode, c'est de remplacer LH par X. De moment que L est positif, H est positif, donc on considère que le produit c'est X, c'est une valeur positive. On fait l'étude de la fonction, ou bien on fait un petit calcul avec la fonction ainsi définie, Q long de X égale à 2 moins X sur 2 plus X. Nous arrivons facilement à vérifier que la raison elle est comprise entre 0 et 1, et donc la valeur absolue, elle est entre 0 et 1, c'est-à-dire que la raison est entre moins 1 et 1. La valeur absolue est inférieure strictement à 1, ça veut dire que la raison Q long est entre moins 1 et 1, c'est que le schéma est aussi astable. Rappelez-vous ici, c'est une démonstration générale. Donc, le schéma implicite d'Euler, le schéma implicite du trapèze ou bien Crank-Nicholson sont des schémas astables, sans aucune condition supplémentaire, juste les conditions assurant que le problème de coucher est bien défini, qui admet une solution. Voilà. Alors, nous avons fait cette transformation. Nous avons dit la dernière fois, il y a plusieurs séances même, que ce schéma-là, il est implicite. Il peut donner lieu à un schéma explicite, qui est le schéma de Hund, si je remplace xn ici par la méthode d'Euler explicite, c'est-à-dire par xn plus h ftn xn. Si j'utilise cette prédiction ou cette approximation d'Euler, dans le schéma du trapèze, je remplace le terme qui fait que ce schéma est implicite, xn plus 1, au second membre, je le remplace par xn plus ftn xn, qui est le schéma ou la prédiction d'Euler. Donc, j'obtiens un schéma qui est explicite. C'est le schéma de Hund. Nous avons déjà fait ce calcul. Maintenant, là, voilà. À partir du schéma de trapèze, on déduire le schéma de Hund. Est-ce qu'il est astable? Donc, la astabilité n'est pas réservée au schéma implicite. La astabilité est une notion qui s'applique à l'ensemble des schémas. Donc, nous allons considérer le schéma, faire exactement le même travail, mais faire attention au calcul. Le travail, c'est de considérer f égale à moins Lx. Mais les calculs vont être différents parce que ça dépend du problème. Le problème ici, ou le schéma de E, regardez ce que nous allons obtenir. Nous allons obtenir ici f, voilà, de f. Donc, il y a des calculs emboîtés et il faut juste faire attention aux calculs. Bon, voilà les calculs. C'est un calcul à faire et à refaire pour s'habituer à le faire. On commence par f qui est le plus profond. Le terme de la fonction qui est le plus profond dans l'expression, c'est-à-dire celui-là. Voilà, il y avait f ici. Donc, je le remplace d'abord, puis je reviens pour remplacer f. Et si j'ai encore 2, 3 fois f, je fais la même chose. Et là, nous obtenons, après organisation de ce calcul, nous obtenons cette équation-là, xn plus 1 en fonction de xn, mais avec un polynôme cette fois, un polynôme en LH. Et on fait le même travail que tout à l'heure. Je pose x égale à LH. Et j'étudie ce terme-là, qui va devenir x carré sur 2 moins x plus 1. C'est un polynôme, je peux l'étudier. Si je n'ai pas d'idée pour encadrer cette expression, je peux carrément étudier la fonction. D'accord? Sur 0 plus l'infini. Faire la dérivée, dresser le tableau de variation et obtenir les signes, les encadrements, pas que les signes, les encadrements. Pourquoi?
La même chose, c'est une suite géométrique que nous avons ici. Si Coulomb est comprise entre moins 1 et 1, le schéma est stable sans aucune condition supplémentaire. Mais si je trouve que pour que ce rapport K soit inférieur à 1, il faut que LH soit inférieur à une certaine valeur, là, je n'aurai plus la stabilité sans condition. J'aurai autre chose, c'est-à-dire une condition sur H. D'accord? Donc, voilà. Mais la méthode de travail, elle est la même. Voilà, il faut que cette valeur absolue soit inférieure à 1. Donc, nous remarquons, après un petit calcul, que c'est vérifié que Cx est inférieur à 2. Donc, ce qu'on peut déduire ici, voilà les calculs, ce qu'on peut déduire que la limite de x de n égale à 0, si seulement si h est inférieur à 2 sur L. Donc ici, nous n'avons pas la stabilité, mais nous avons une condition qui peut nous garantir quelque chose qui est proche de la stabilité. Cette condition, c'est que le pas h est inférieur à 2 sur L. Donc, si je veux maintenant utiliser la méthode de Hund pour un problème quelconque, pas pour le problème TLS, je vais faire quoi? Je vais utiliser L qui est le coefficient de Lipschitz, de mon problème de Cauchy. Oui, évidemment. De mon problème de Cauchy. Donc, j'ai une fonction f bien précise. D'abord, pour montrer l'existence de l'unicité de la solution de ce problème, je vais pouvoir vérifier que la fonction f est lipschitzienne avec un certain rapport L, supposons que j'ai trouvé L égale à 1 quart, d'accord? Donc, je vais pouvoir venir ici et refaire un peu le calcul et dire, ben voilà, la condition, c'est que H inférieur à 2 sur L